Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà à un nouvel épisode de Non réclamé au balotage. Un super invité avec nous, une personne qui, honnêtement, je pense depuis qu'on a commencé le projet de haut balotage, on essaie de l'avoir sur le pod, mais il est tellement occupé, il est tellement partout en même temps, puis en plus, il prend soin d'une belle petite famille. Donc, Marc-Olivier, salut! Salut, Emma! Hey, salut, comment ça va les boys? Ça va bien, content de t'avoir. Content de t'avoir. Yeah. Ben, très content d'être là. Écoute, je sais que ça n'a pas été facile de se trouver un moment. Je me disais, je vais aller au bureau le soir pour être sûr de ne pas avoir d'apparition spéciale derrière moi. Après ça, j'ai vu le petit gars de Marc-André Perrault fouiller dans le plat de bonbons d'Halloween à TVA Sport. Je me suis dit, bon, regarde, je peux peut-être me permettre une petite apparition. Fait que, on y va comme ça. Advienne que pourra. Peut-être que ton petit gars va te rendre populaire si jamais il fait une apparition sur notre podcast. Fait que ça serait un 2 pour 1. Ça voudrait dire qu'il rend le podcast populaire aussi, I guess? Yes! C'est mon réussi. Okay, good job. We need people! Marco, tu connais notre concept. On prend ça vraiment sweet. On est bien relax ce soir. On veut vraiment profiter. C'est désastreux ce qui se passe sur la glace. C'est pas vraiment... non, c'est pas le prometteur. Mais... on veut vraiment profiter du moment plus pour t'accompagner, parler de un peu comment on voit le futur du Canadien. On ne s'acharnera pas sur le négatif. On veut s'amuser à soir puis profiter de notre soirée. Ça te va? Ça m'amuse déjà. Excellent. On va profiter. Qui tu veux congédier, mon cher? Qui je veux congédier? On n'ira pas dans le négatif. Wow, on va prendre notre Moi, je passe la gratte. Moi, personnellement, la personne que je tasserais le plus, c'est la personne qui ne se congédie pas. Ah, c'est Molson. Si vous voulez avoir un président des Hockey Hops, puis tu tasserais Molson de là. Ben, tu sais, j'ai un petit problème avec un propriétaire qui est aussi... Ben, c'est pas vrai, je dirais pas un problème, mais je dirais que c'est pas optimal que le propriétaire d'une concession sportive soit un grand partisan de l'équipe. Juste dire ça, puis en même temps, tu sais, je veux dire, si je l'étais, je serais partisan de mon équipe aussi, c'est sûr, fait que je blâme pas Jeff Molson pour la situation, parce que probablement que ce serait la même chose pour beaucoup de gens, mais dans un concept de gestion d'équipe et d'établir un plan optimal, mettons, pour la suite des choses, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur scénario, mettons, pour le Canadien. Il faut que tu aies la clarté d'esprit de te dire que comme partisan, tu n'es pas objectif, puis tu es mieux de laisser du monde compétent prendre des décisions crève-cœur. C'est clairement mon cas aussi. Yeah. Les shots sont fire dès le début. Yeah, c'est très dans ce mindset-là, quand tu es trop attaché à tes joueurs, que tu fais des contrats comme 6,5 millions à Gallagher. Je pense qu'on va en entendre encore de Gallagher pendant l'épisode. Hein? Je pense que ce n'est qu'un début. Ben, j'étais surtout pour toi, je disais ça. Mathieu, on ne s'en sortira pas. Mathieu, on s'en sortira pas. Ça va être de même jusqu'en avril. C'est depuis le season opener que ça repart. Jusqu'au deadline, Jeff, pas plus. Non, même après. Même après. Ah non, mais qu'il soit parti m'a arrêté. Ouais, il ne sera pas parti. Ah, je t'en ai ça, sûrement pas. Marc-Olivier, une des premières choses qu'on aimerait faire avec toi, mais en fait, c'est apprendre à te connaître. On te connaît sur Twitter, on connaît Marc-Olivier Baudouin, le gars qui sort les nouvelles, le gars qui est en train de mettre sa place sur Twitter, puis vraiment, il sort des gros calls. Voilà, sois pas si mot, sois pas si nous autres, on aime vraiment ça. Il y a peut-être quelqu'un à Trois-Rivières qui n'a pas fait une faveur à un moment donné, mais à part de ça, tu nous as sorti des bonnes. C'est arrivé, effectivement. Mais j'en ai sorti quelques mauvaises aussi. Quand même. Ouais, il y a personne qui frappe pour 1000 dans ce domaine-là. Ça n'existe pas. Même les mieux La seule raison pour qu'on t'ait invité aujourd'hui, on veut connaître tes sources. C'est vraiment juste ça. Une fois qu'on a le nom, une fois qu'on a le nom, on accroche. Genre des trucs que je peux pas trop dire si je veux continuer à en sortir de temps en temps. Non, on s'en attendait un peu de cette réponse-là. On s'essaye, un gars s'essaye. C'est nous qui va les sortir. Moi, je pourrais vous filer un peu peut-être. C'est bon. Comment ça a commencé ton histoire sur Twitter puis ton film sur notre chaîne? Je tiens à dire que moi, je me rappelle des débuts de Emo, guys. Il faut que je sois honnête avec vous autres. Mais moi, je me rappelle d'Emo avec peut-être... en tout cas, en bas de 100 follow pour sûr. Là. For sure. Sincèrement, je me demande si tu n'étais pas comme dans mes 5 premiers followers. Solide. Pour vrai, là. Oh, je me rappelle très bas, donc, en bas de 100 pour sûr. Là, mais il me semble que j'ai en tête quelque chose comme une quarantaine. Là. Ah, c'est très possible. Pendant longtemps, j'ai roulé avec peu de followers. Puis, sincèrement,
on m'en parle souvent de ça. Puis pour moi, le nombre de followers, on s'entend, c'est peu important dans le sens où je ne veux pas nécessairement chercher de gratification là-dedans ou peu importe. Moi, j'ai ma petite vie que je mène, puis je veux dire, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit dans ma vie. Où je trouve ça bien, c'est que plus il y a de gens qui me suivent, bien, plus il y a de passionnés de hockey avec qui je peux jaser de hockey jour après jour. Fait que ça, c'est le gros upside d'avoir plusieurs abonnés. Finalement, c'est pas mal juste ça. Parce que, tu sais, sinon, je veux dire, j'ai rien à vendre. Je fais pas d'argent avec ça. Je ne veux pas générer de clics nulle part. J'ai pas de site, j'ai rien. Donc, c'est vraiment juste une question de pouvoir jaser finalement avec plein de passionnés comme moi de ce qu'on aime. Puis, tu sais, dans le fond, où tout ça a commencé, bien, premièrement, moi, j'ai toujours été quand même un passionné de journalisme, un passionné des mots. J'ai toujours aimé écrire, que ce soit même au primaire, j'écrivais des recueils de poèmes, exemple. J'ai déjà écrit des chansons, etc., etc. Fait que j'ai toujours eu une grosse amour, ouais. Je te dirais pas que tu peux les trouver quelque part. Tu vas nous réciter un poème, Mo? Non, ça n'arrivera pas malheureusement. Mais c'est ça, tu sais, fait que j'ai toujours eu un amour des mots finalement, puis évidemment un amour du sport en général, puis le hockey principalement, vu qu'on est au Québec. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai commencé comme juste à donner des takes comme ça, random un peu sur Twitter. Puis c'est arrivé un bon moment donné, un bon timing pour une raison X que j'ai eu une info finalement, puis l'info que j'ai eue, c'était par rapport, la première que j'ai eue, c'était par rapport quand Nicolas Deslauriers s'était battu en match préparatoire il y a peut-être 4-5 ans, 3-4 ans. Il s'était battu justement avec Brandon Baddock, qui est maintenant avec le Rocket, puis il s'était fait casser la mâchoire dans le fond. Puis moi, j'avais eu une info par rapport à la blessure exacte qu'il avait eue, puis le nombre de temps qu'il était supposé s'absenter. Puis à partir de ce moment-là, dans le fond, moi, j'ai sorti l'info comme le lendemain du match, exemple, à 8 h le matin. Puis, à 9 h, Renaud Lavoie a sorti exactement la même info, sans me donner de crédit, évidemment, juste parce qu'il ne savait pas j'étais qui. Là, moi, je l'ai dit dès le départ. Après ça, quand j'ai commenté le dossier, j'ai dit, je veux dire, je devais avoir peut-être 150 abonnés à ce moment-là. Donc, clairement, Renaud n'avait juste pas vu passer mon tweet. Là. Puis, fait que là, tous les sites, dans le fond, ont repris l'info de Renaud. Puis moi, tu sais, un petit peu coquille quand même, j'ai réécrit un tweet comme quoi c'est le fun d'avoir des abonnés. Comme ça, on est capable de se faire citer finalement, même si on n'était pas les premiers sur la nouvelle. Puis là, à ce moment-là, Mathias Brunet, lui, il a vu mon tweet, il a retweeté ça en disant à ses abonnés, c'est ce gars-là qui avait l'info en premier, et legit allait le suivre. Puis nice. Ça, c'était un mardi, je vais toujours m'en souvenir parce que le mardi, c'était tout le temps ma soirée, dans le fond, poker et hockey avec mes chums. Donc, quand je finissais le travail, je suis parti finalement chez mes chums pour qu'on ait notre soirée conventionnelle. Tu es sorti de là avec 1000 notifications? Ben, je suis passé, dans le fond, en une seule journée de peut-être 400 à 2000 abonnés. Fait que j'ai gagné, avec le shout-out à Mathias, dans le fond, j'ai gagné comme 1500 abonnés à peu près en une journée. Puis là, à partir de ce moment-là, il y en a gros qui me suivaient pour ça. Mais moi, je ne voulais pas non plus, on s'entend, là, aller écrire des trucs qui avaient ni queue ni tête. Mon but, c'était, je ne cherchais pas non plus de célébrité là-dedans parce que moi, je travaille en finance, j'ai ma famille, je veux dire, je ne suis pas à la recherche d'un travail dans ce domaine-là du tout. Là. Moi, je fais ça parce que je reçois des infos, puis je sais que ça intéresse des gens. Des fois, je les partage. Puis il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent que je ne reçois jamais aucune info et que je fais juste inventer des choses. Puis rendus là, ils ont le droit de penser qu'est-ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais tout ça pour dire, dans le fond, c'est ça qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu quelques infos aussi. Puis on dirait que, écoute, tu sais, je n'ai jamais cherché à vérifier avec des journalistes, peu importe, mais on dirait que les sources attirent les sources un petit peu. Dans le sens où, à la seconde où j'ai commencé à sortir quelques petits trucs exclusifs comme ça, il y a d'autres gens qui sont venus me voir pour me dire, mettons, « Hey, j'ai entendu parler de ça, en as-tu entendu parler? » Puis là, tu sais, au début, la majorité du temps, c'était non parce que j'avais juste une source, puis cette personne-là ne savait pas nécessairement 100% de ce qui se passait. Elle savait peut-être 10% de ce qui se passait, puis encore aujourd'hui, c'est probablement le cas. Mais de fil en aiguille, il y a eu de plus en plus de gens qui sont venus me parler. Il y en a qui se sont essayés de venir me dire des choses qui
ne se sont jamais concrétisés. Puis, tu sais, moi, je n'ai jamais voulu sortir des trucs avec juste une info parce que, comme je disais tantôt, mon but, c'était pas d'aller chercher la célébrité avec ça, c'était juste de partager les trucs que je recevais parce que je savais que ça intéressait les gens, tout simplement. Mais j'ai été capable, au fil du temps, finalement, de savoir qui était fiable, qui ne l'était pas, qui essayait peut-être de me piéger en me donnant une info que j'allais sortir sans vérifier pour pouvoir venir me dire « Ah, n'importe qui peut te dire n'importe quoi puis tu vas le sortir », ce qui n'a jamais été le cas. Fait que c'est comme ça. Puis finalement, ben c'est ça. Là, tu sais, je veux dire, c'est ce qui a fait en sorte, je pense, les quelques infos exclusives que j'aurais sorties qui m'auront donné les abonnés. Mais moi, quand on me pose la question pourquoi tu as des abonnés comme ça, la réponse que je donne toujours, c'est je pense que c'est parce que je suis sympathique. Simplement, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont plus arrogants, qui sont plus... Comment? C'est pas de menterie. Ben, non, mais en blanc dire que, moi, je veux dire, je suis quelqu'un de gentil dans la vie, puis quelqu'un qui viendrait m'envoyer promener sur les réseaux sociaux pour une raison X, je ferais juste comme... Moi, ça me fascine, ça, un petit peu, tu sais, puis c'est pas... Puis souvent, je pose la question, tu sais, quelqu'un, mettons, qui va juste venir me dire, m'insulter, mettons, gratuitement, puis il me connaît pas du tout, là, mais moi, ça me fascine, ce type de personne-là, tu sais, puis c'est pas... Puis souvent, je leur pose la question, qu'est-ce que tu as retiré, tu sais, de l'insulte que tu m'as lancée, pas nécessairement pour rentrer dans une argumentation avec eux, mais pour essayer de comprendre le phénomène de qu'est-ce que ça t'a apporté de venir m'insulter pour absolument aucune raison valable. Tantôt, tu parlais du nombre d'abonnés que tu as, puis l'importance que ça a, ou le pas gros d'importance que ça a. Puis je me suis retenu pour le dire, justement, que quelque chose qui vient avec un gros nombre d'abonnés, c'est qu'immanquablement, à tous les fois que tu tweets quelque chose, il faut que quelqu'un vienne te challenger pour absolument aucune style de raison. Ouais. Ça, c'est le downside. C'est pour ça que je veux garder mon nombre d'abonnés bas, moi, man. Je veux pas monter à 2 bien. Non, man. mais tu sais, sincèrement, il y a tellement plus de gens qui sont gentils que de gens qui sont méchants. C'est tellement d'accord. Les gens qui sont méchants, c'est vraiment une minorité, puis c'est souvent des comptes anonymes, des gens qui n'ont pas de photo de profil, que leur 3 followers ouverts en novembre. Oui, exact. Tu sais que leur nom d'utilisateur, c'est anonyme 2, 3, 4, 5, 9, 20, 3, 40. Fait que tu sais, rendu là, l'opinion de quelqu'un qui n'ose même pas se présenter et assumer les opinions qu'il a, à quel point ça ne m'atteint pas. Exact. Ton opinion est tellement mauvaise que tu n'oses même pas t'associer toi-même à elle. Là. C'est fort. Non, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, pour vrai. Puis, tu sais, c'est arrivé comme peut-être 2, 3 fois depuis que j'ai commencé que j'ai eu un petit breakdown quand même par rapport à ça, juste du fait que je me fais lancer des insultes. Puis, le monde sont excessifs. Là. Je m'en rappelle d'un, entre autres, puis c'était vraiment gratuit. Là. Il y en a des gens bons. Là. Mais oui. Il y en a, là. Mais en même temps, comme je vous dis, tu sais, pour un jambon, il y a 5000 personnes qui sont sympathiques et qui sont là, tu sais. Fait que voilà, mais en bout de ligne, la vérité, c'est que ça ne m'atteint pas vraiment. Là. Quand quelqu'un vient m'insulter ou me dire quoi que ce soit, je veux dire, moi, tu sais, je suis pas là pour croître là-dedans. Je veux dire, je gagne des abonnés pour une raison X, mais j'achète pas d'abonnés puis je cherche pas un nombre d'abonnés pour qu'un jour me dire hey, j'espère qu'un gros réseau de télé ou peu importe, quelqu'un va m'approcher parce que j'ai déjà eu des petites offres sans vous dire là, que quelqu'un m'a offert le poste de Renaud Lavoie, c'est pas ce que je dis, là. Mais j'ai déjà eu des petites offres, des petites opportunités, puis avec le travail que je fais, c'est quand même un petit peu plus une corde sensible de vouloir aller all-in là-dedans. Fait que c'est pas quelque chose que je vise. Que, comme je vous ai dit tantôt, c'est vraiment juste une passion. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est de pouvoir jaser finalement du sujet que j'aime avec des gens qui sont autant passionnés que moi. Puis le reste, c'est quoi? D'ailleurs, ceux qui connaissent, ça rappelleront de plusieurs quand même interventions 91-9. Il fut un moment où est-ce que tu étais là de façon quand même ordinaire. Ben oui. Puis ça, c'est dans le fond, c'est Anthony Marcotte là, avec qui j'avais déjà discuté souvent, qui m'a dit que ça serait le fun que tu viennes faire des chroniques un petit peu à la radio. Fait que moi, j'étais comme, ça me faisait plaisir. Puis tu sais, à un moment donné... De souvenir, Mo, je pense que c'était le premier qui a lancé le trend. Puis là, ben, à 91.9, c'est quelque chose qu'ils font régulièrement. Là. Il y a Elie Lagueda, il y a Yann de Hockey Sans Limite. Chaque semaine, ils ont des intervenants Twitter. C'est Georges. Sur le choix à Georges. C'est lui qui donne la vitrine. J'ai l'impression qu'avant toi, il n'y avait pas tant de juste social media people. Fait que je sais pas tu peux le dire de nobody. Pas nobody, j'aime pas ce mot-là. Ça serait vraiment... C'est pas ce que c'est. Je me considère comme un nobody. Pas moi, trop de monde. T'as trop d'amis Twitter, man. Pas rien que ça, c'est... Avez-vous déjà pogné un débat entre Emo et Marco d'Amico sur Twitter, guys? Yes, sir.
deux gars qui connaissent leur affaire, qui s'ostinent, c'est de toute beauté. Oui, mais c'est le fun parce que ce genre de débat est vraiment intéressant parce que tu vois les deux points, les deux débats, deux visions, mais qui en même temps, les deux font du sens et non pas sont juste, legit, je hate Marc Bergevin, je hate Dominique Ducharme, voici, je vomis mon information sur les deux, puis c'est tout. Tu sais, c'est du challenge vraiment intéressant. Oui, puis c'est un dialogue éduqué des deux parties. Un beau back and forth. Une des raisons pourquoi je m'embarque dans peu de débats, c'est parce qu'il y a trop de position unique et non pas évaluation de la situation pour donner une réelle opinion. Tu sais, c'est le trend souvent qui va mener, disons, tout le monde, on veut Timmins dehors, on veut Bergevin dehors. Puis tu sais, tout le monde est sur le même bateau, là. Puis là, tout le monde charge en même temps. Puis des fois, c'est ce qui manque au niveau des discussions, c'est de la profondeur. Puis tu sais, c'est très à la superficie de on a gagné, on garde tout le monde, on a perdu, on congédie tout le monde. Puis des fois, c'est vraiment intéressant vos discussions que vous pouvez avoir. Puis Amo, c'est le fun parce que tu ne les as pas juste avec des personnes qui se connaissent, mais tu es capable de les avoir monsieur, madame, tout le monde qui va émettre une opinion qui est intéressante, puis tu vas commencer à interagir avec cette personne-là. Fait que des fois, c'est le fun. Moi, disons, je vais réinteragir avec vous autres juste parce que, tu sais quoi, la discussion est cordiale, est intéressante, puis c'est un débat. Oui. Fait que ça, c'est toujours le fun aussi à regarder, là. De toute façon, je veux dire, ça demeure la base, ça demeure l'objectif, finalement, dans tout ça, d'avoir des discussions. Puis, tu sais, moi, dans mon livre, moi, quand j'ai commencé sur Twitter, je me disais, tu sais, c'est un réseau social quand même qui est différent de Facebook, qui est différent d'Instagram, mettons, dans le sens où c'est plus de l'actualité, c'est plus fait pour émettre une opinion. Fait que dans mon livre à moi, c'était quand même plus respectueux au niveau des débats, là, tu sais, par après, je veux dire. Comme c'est comme partout, là, tu sais. Puis sur Twitter, c'est quand même plus facile, je trouve, d'avoir un compte anonyme, mettons, que, tu sais, sur Facebook, où tu te rencontres plus rapidement un compte Facebook qui est frauduleux, mettons. Fait que, oui, c'est ça. Puis, tu sais, fait que c'est ce que je me disais. Finalement, écoute, à certains égards, je me suis peut-être trompé, mais en bout de ligne, fréquemment, il y a des très bons arguments. Puis, tu sais, j'ai appris aussi avec le temps. Au début, je me sentais mal de ça, mais j'ai appris avec le temps aussi de bloquer ceux qui sont juste comme irrespectueux. Au début, ça me prenait un manque de respect pour bloquer. Puis à cette heure, je suis rendu à un niveau où c'est comme si tu me tapes ses nerfs, je te bloque. Parce que, tu sais, t'as beau pas être respectueux, si tu reviens toujours poliment taper sur le même clou, puis c'est de l'acharnement, c'est plate. Moi, je suis là pour avoir du plaisir. Si toi, tu me retires une partie de ce plaisir-là, ben, je te retire de mon Twitter. Donc, j'aime bien dire, justement, on est responsable de notre page Twitter. Si tu tolères ça, c'est toi qui t'imposes du mauvais temps, man. Fais le ménage. C'est tellement facile. C'est toi qui gères ton TL. Ça, c'est sûr. Exact. Je l'ai bloqué un autre tantôt, là, un épais de l'Impact qui me faisait capoter. Ça n'existe plus l'Impact. Ouch! Mo, là, on a parlé un peu des nouvelles que tu as sorties, puis des informations que tu as réussi à break out. Si je te demande, c'est quoi ton plus gros coup? C'est lequel que tu étais le plus fier que tu as réussi à sortir comme info? C'était laquelle? Mon Dieu, c'est une bonne question à froid. Excellent. Comme ça. Ben, tu sais, je vous dirais que la signature du contrat de Jake Evans est arrivée à un moment opportun dans le sens où, tu sais, au moment où j'ai sorti la nouvelle des 10 500 spectateurs au Centre Bell, puis finalement, ça s'est avéré être veto par la santé publique, donc certains ont dit que j'avais tout inventé ça depuis le départ. Ouais. La signature du contrat de Jake Evans, c'est le genre de truc que tu ne peux pas sortir out of nowhere. 1 heure avant, j'ai sorti comme quoi il est en discussion sur un contrat autour de 3 ans à un AAV de 1,5 million environ. Puis 1 heure après, il est sorti nouveau contrat pour Jake Evans, 3 ans à 1,7. Fait que ça, c'est le genre de truc. La balle l'autre bord de la closure, ça. Tu sais, ça, c'est le genre de truc que tu peux pas juste dire « Ah, ben le gars, tu sais, il a essayé, il pouvait pas trop se planter. » Je veux dire, ça, c'est venu comme confirmer pour ceux qui avaient encore des doutes que je veux dire, tu sais, c'est impossible que je sorte ça et que j'aie absolument aucune source. Mettons, on va s'entendre. Ouais. Puis j'avais déjà sorti d'autres trucs auparavant, sauf qu'il y a plein de trucs que j'ai sortis au moment où j'avais 2000, 2500, 3000 abonnés. Puis j'avais sorti des trucs qui étaient plus mineurs, qui étaient peut-être moins concrets pour certaines personnes, entre le 3000 et le 13 000, mettons. Fait que toute cette vague de personnes-là m'avait peut-être vu moins sortir de trucs super concrets. Fait que quand j'ai sorti le contrat de Jake Evans, ben de un, c'était de venir montrer à tous ceux qui m'avaient dit que j'avais absolument aucune source puis que j'inventais tout ce que je disais par rapport à la nouvelle du 10 500 qui s'était finalement pas concrétisé à cause de la santé publique.
ben, c'était comme de venir leur montrer que, regarde, j'invente pas des trucs pour le fun. Là, tu vois bien que j'ai effectivement des sources à l'interne. Puis voilà. Fait que je pense que ça, là, honnêtement, c'est pas nécessairement la nouvelle en soi, mais plus le timing qui a été bon, que j'ai été capable de sortir ça. Puis dans le même mois, j'en ai comme sorti 3-4 aussi, tu sais, la signature de Kevin Roy avec le Rocket, tu vas me dire c'est mineur, mais je l'ai dit la veille que le lendemain, que le Rocket allait signer un nouveau Québécois demain, puis que ça s'en vient pour être Kevin Roy. Puis comme de fait, le lendemain, le Rocket a signé Kevin Roy, puis j'en ai eu une couple de petites comme ça là, dans le même mois qui était comme peut-être 6 semaines environ après la nouvelle du 10 500 qui ne s'est pas avérée vraie finalement. Donc, je pense que celle-là, point de vue timing, clairement, je pense que ça a été celle-là qui m'a fait le plus plaisir parce qu'il est venu comme démontrer que, OK, le gars, c'est clairement, il ne fait pas juste inventer des trucs. Ouais. Puis, tu sais, si je voulais juste inventer des trucs, on s'entend que je sortirais des trucs constamment. Tu sais, j'ai sorti quelque chose depuis lesquels que j'ai eu vrai un intérêt envers quelqu'un en transaction, peu importe. Non, si on ne me dit rien ou si on me dit quelque chose, je ne suis pas capable de le vérifier, je ne vais pas le sortir en me disant. Puis honnêtement, le 10 500 a quand même, le 10 500 gate, je vais l'appeler, m'a quand même donné une leçon par rapport à écrire un petit peu plus au conditionnel aussi. Fait que, bref, je suis plus prudent dans tout ça. Oui. Je vérifie peut-être 3 fois au lieu de vérifier 2 fois, mais pour répondre à ta question, Jake Evans, clairement, la signature de son contrat pour le timing, c'était celle qui m'a fait le plus un petit velours à sortir. Je voudrais vous faire un petit ajout ici, d'ailleurs. C'est vraiment mal connaître MO de penser que le gars va sortir de quoi juste pour sortir de quoi puis espérer que ça marche. Là. Je ne sais pas si c'est parce que ça fait aussi longtemps que je le follow, mais c'est tellement pas lui là, de juste gorocher de la marge jusqu'à temps qu'il y a quelque chose qui colle. Là. C'est vraiment. Non, pas besoin des mots pour ça. De toute façon, il y a un beau site qui s'appelle Hockey 30. Eux, ils s'en occupent de façon magistrale. D'ailleurs, parlant de sites de fans comme ça, tu veux-tu nous conter un peu comment ça a cliqué dans les coulisses? C'est assez récent, ça? Oui, c'est assez récent. Ça fait 1 mois. Dans le fond, moi, Max, le propriétaire de Dans les coulisses, ça fait peut-être 20 ans que je le connais avant même qu'il aille dans les coulisses. Oh, ouais. Fait que ça fait vraiment très longtemps que je le connaissais déjà d'un autre monde. Puis, dans le fond, moi, j'écrivais pour 25 Stanley pendant un certain temps. Puis, tu sais, j'ai quand même une vie très occupée. Donc, offrir une garantie de je poste tel nombre d'articles par semaine, je ne peux pas faire ça. Mais, tu sais, comme je l'ai expliqué tantôt, j'ai toujours eu une grosse amour pour les mots. J'ai toujours, tu sais, beaucoup aimé quand même le journalisme. Puis là, le fait de pouvoir mixer ma passion pour les mots avec ma passion pour le hockey, personnellement, tu sais, c'est optimal. Ah bon. Donc, quand j'étais capable de le faire avec 25 Stanley, j'étais super content. Mais là, finalement, 25 Stanley ont été rachetés. C'était compliqué un petit peu point de vue contractuel. Fait que, tu sais, on a juste part ways. D'ailleurs, je pense que 25 Stanley ne sortent plus d'articles. Non, c'est une tragédie, ça. Ils ont été rachetés par VTL. Là, on n'a pas peur de le dire. C'est bien ça, right? Oui, mais ça, c'était avec VTL, mais je pense que c'était par après. Ben, n'empêche, non, ça fait quand même quelques années. Là, c'est depuis JT. À l'époque de JT. Mais moi, quand j'ai écrit pour eux, ils étaient déjà avec VTL. OK. Puis ils se sont fait racheter encore. Je ne savais pas, mais de toute façon. Ils ont fait un changement, je ne sais pas quoi. Bref, ça ne fonctionnait plus trop. Ça a été un downslope depuis ce moment-là, anyway. Là. C'est ça que j'ai dit parce que j'adorais 25 Stanley. C'était une de mes plateformes préférées. C'est un des premiers. J'adorais JT Utah aussi, qui était cœur. Ce gars-là était plugué en tabarnak, on va se le dire. Là. Oui. Il était. Puis tu sais, lui, il sa méthode était quelque chose. Il a donné son numéro à tout le monde au centre-ville. Si tu vois un joueur, appelle-moi. Tout le monde avait le numéro de JT Utah. C'était fou. Le gars, il était actif en salle. Une stratégie. Puis écoute, je veux dire, ça a fonctionné parce qu'il a monté, parce qu'il est en mesure de le vendre quand même à un gros média, puis cash out, puis finalement d'aller partir un autre projet avec je dirais pas une mise de fonds, là, mais avec un actif en liquide finalement pour être capable d'être à l'aise pour se repartir de quoi d'autre après, juste parce qu'il avait bâti de quoi de bon avec ses contacts, puis avec son talent, on va se dire, il était bon JT Utah aussi. C'était très bon. Mais pour revenir dans les coulisses. Excuse-moi, je dérapais bien raide. Ben non, mais c'est moi qui ai amené vers 25 Stanley, mais après ça, on a embarqué, puis en tout cas, bref. Fait que j'avais déjà parlé avec Max, puis dans le fond, on s'était déjà parlé un peu. La porte est entrouverte. Ben, la porte est entrouverte, mais tu sais, moi, je voulais pas devenir un chroniqueur à temps plein. Là. Moi, tu sais, comme je vais me répéter pour la 3e, 4e fois, là, mais je cherche pas une job dans ce domaine-là.
Puis, quand j'ai eu l'idée, finalement, de le courrier du hockey, qui est le nom de ma chronique, mais je me suis dit, je pense que c'est l'idéal parce que ça va me permettre de recommencer à écrire sur le hockey puis à donner mon opinion, finalement, sur les sujets d'actualité. Puis, en même temps, on sort ça le samedi matin. Puis moi, ma blonde travaille toujours le vendredi soir. Fait que, le vendredi soir, je peux comme regarder toutes les questions que j'ai reçues, puis commencer finalement à écrire mon texte. Puis, ça me fait comme mon... Je sais pas si vous pouvez voir ça comme une activité. Moi, je vois ça comme une activité, là, finalement, d'écrire mon texte. Puis, moi, je retire réellement un plaisir de ça. C'est le modèle de notre podcast, Mo. Bon, voilà. Puis, je me cherchais, dans le fond, une place où publier des textes. Puis là, je me suis dans les coulisses. Autant il y a des personnes qui ne sont peut-être pas des fans du site, autant moi, du point de vue de partir de rien puis de bâtir quelque chose de solide, eux l'ont fait. Tu peux critiquer le modèle d'affaires si tu veux, mais c'est quand même... Moi, personnellement, je suis un non-fan dans les coulisses pour une histoire. C'est même pas pour le contenu. Ouais, puis je straight up, je m'en cacherai pas, puis je suis un grand fan d'Emo, fait que ça me crée une petite nuance ici, mais c'était même pas dans le modèle. J'ai rien contre le modèle est bien correct. C'est dans l'interaction sur des médias sociaux que je trouvais ça so-so il y a une couple d'années, puis depuis ce temps-là, je ne suis plus, mais c'est ça. Mais tu sais, moi, dans le fond, là, je veux dire, je cherchais juste un endroit où publier mes textes. C'est une excellente fenêtre en plus. Là. Puis dans les coulisses, c'est quand même... tu sais, dans les coulisses, c'est consulté plus que le site de TVA Sport. Là. Je veux dire, c'est... Fait qu'il n'y a pas de blog. Il n'est pas juste sur Twitter, il est sur toutes les plateformes aussi. Là. Il est partout. Là. On parle de JT Sport au Québec. On parlait de JT Utah. Comment? On parlait de JT Utah, c'en est un autre. Truman, c'est un autre énormément. Oui, c'est un gars intelligent qui a bien monté son affaire. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, tu peux être fan, tu peux ne pas être fan. Moi, ça fait longtemps que je le connais. Puis, la personne, tu sais, c'est une bonne personne. Puis, écoute, comme je te dis, le reste, là, ça appartient à chaque personne. Puis, je ne suis pas là pour de faire aimer quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est pas ça le but. C'est un peu arrivé, moi. Je me suis dit encore là, je peux pas complètement détester DLC maintenant. Fait que, tu vois, sans vouloir le faire, ça m'a un peu tordu le bras à ne pas le détester autant. mais bref, je trouvais juste que le fit était là. C'était une bonne plateforme où publier. Je connaissais déjà Mac. Je savais qu'il n'allait pas avoir de tracas entre nous. Donc, ça s'est fait naturellement. Tu réponds à des questions sur cette plateforme-là? Tu réponds à des questions sur cette plateforme-là? Parle-nous un peu, c'est quoi ta chronique, là? Ben, dans le fond, le courrier du hockey, c'est un mailbag là, pour utiliser l'anglicisme. C'est, dans le fond, à chaque semaine, le mercredi ou le jeudi, je fais un tweet pour que mes abonnés puissent me poser des questions auxquelles je vais répondre de façon plus développée, finalement, que 280 caractères. Puis, tu sais, on s'entend qu'en bout de ligne, si j'avais écrit juste un texte en m'exprimant sur les différents sujets d'actualité au hockey, ça aurait venu pas mal au même que juste répondre aux questions des followers parce que les questions sont toujours pas mal basées sur les sujets d'actualité à chaque semaine. Ça revient pas mal au même, sauf que là, ça apporte un petit peu d'interaction. Puis, tu sais, ça arrive souvent que des abonnés, exemple, vont poser des questions auxquelles je vais répondre, mais comme je disais, 280 caractères pour fournir une réponse, c'est pas beaucoup. Puis oui, je peux faire un thread avec 5 fois 280 caractères, mais le fait de pouvoir ne pas me limiter et de répondre aux questions des gens sur une plateforme comme ça en me disant que si ma réponse a 1000 mots, ma réponse a 1000 mots. Puis évidemment, j'essaie de pas dépasser 5000 mots parce qu'à un moment donné, le monde va comme faire « Oh là, son texte, c'est intense un peu, c'est trop long, je décroche. Là, je veux pas trop m'éterniser, mais ça me permet justement de fournir des réponses qui sont plus complètes, plus expliquées. Merveilleux. Ben, on est chanceux ici à Au Balotage. Moi, Jeff et Pat, on va pouvoir te poser une question tantôt, puis on va attendre de voir tes réponses. On va faire le modèle du débat pour en revenir à ton modèle sur Dans les coulisses. Dans le fond, tu as comme amené une petite twist Louise Deschâtelet à ta chronique sportive. Exact. Finalement, c'est le courrier du cœur, version hockey. Donc, c'est le courrier du hockey. Tu sais, sincèrement, je me suis cassé la tête pendant comme maximum 10-15 minutes en me disant quel bon titre je pourrais amener à ma chronique. Finalement, drop-moi un DM, check, on a pondu ça non réclamé au balotage, un nom de génie, mon gars. C'est vrai, j'aurais dû faire appel à vos services. Le brainstorm n'a pas été long. J'ai déjà fait faire mon image avec le courrier du hockey écrit dessus, donc je vais poursuivre dans cette article. Ça ne me dérange pas, mais c'est simple, mais ça dit ce que ça a à dire. C'est ça, c'est un courrier du hockey, je réponds aux questions qui portent sur le hockey. Maintenant qu'on te connaît un peu mieux, on va parler de notre passion à nous quatre. On va parler un peu plus du Canadien, si ça te va.
Bien sûr. Honnêtement, je m'attendais à parler pas mal juste de ça. Mais... Donc, depuis notre dernier épisode, juste pour te mettre en contexte, le Canadien a une seule victoire, 2 défaites, puis 2 défaites en prolongation. Ça va pas bien. Une machine. Tout le monde veut congédier tout le monde. C'est l'enfer là, dans les médias sociaux. Tout le monde tire des flèches à droite et à gauche. Mais soyons juste un instant. Sortons positif là, de la situation. Ben, c'est qui là présentement que vous dites comme wow, lui là, il est en train de prendre sa place. Lui, j'aime son jeu actuellement. Outre juste ça, Matt, moi je veux souligner une petite affaire. Oui, là, une victoire aux 5 derniers matchs, mais nos défaites sont beaucoup moins pénibles qu'en début de saison. Au moins, les matchs sont regardables. Là. Je sais que c'est pas un prix de consolation de dire ça. Là. C'est 2 points à la fin, on les a pas. Là, mais au moins, on battle pour une majorité du match. Hier, c'est un bon match. Oui, j'ai bien aimé le match d'hier, entre autres. Puis c'est un peu mais même tous les derniers matchs, là, les games où est-ce qu'on est surclassé complètement du début à la fin, même les games où on s'écroule en deuxième puis la game est finie, sont plus rares. Là. C'est du hockey plus regardable un peu, je trouve. Fait que je voulais souligner ça. C'est le système de jeu de Duchamp qui est en train de se placer. Ouais, c'est juste la perte des joueurs. J'ai de la difficulté à dire c'est quoi exactement. Je sens pas nécessairement. Moi, honnêtement, je pense pas que le système de jeu du Charme n'a jamais été un si gros problème que ça. Je pense qu'il y a juste fucking 8 réguliers qui manquent. Tu sais, enlève 8 joueurs à n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, demande-leur d'être compétitif puis gagnant soir après soir, ça n'arrivera pas nulle part. C'est pas juste 8 joueurs. C'est 8 joueurs, dont des joueurs clés. Là. Ben, dont le stade. Premièrement, le Canadien, je veux dire, en bout de ligne, c'est une équipe de milieu de peloton, en théorie. En santé. Fait que tu sais, quand une saison commence, ça peut être rapide qu'une équipe de milieu de peloton va prendre une tendance vers la hausse ou une tendance vers la baisse. Puis là, dans le contexte du Canadien, où ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley, il y a eu toute l'histoire de Jonathan Drouin avant, ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley ensuite. Puis là, on s'entend que l'été du Canadien, ça a été mouvementé. Il y a eu l'histoire de Logan Mayou. Il y a eu l'histoire de Carey Price. Weber pratiquement retraité. Exact. Il y a eu chez Weber. Puis même dans ça, il y a eu Carey Price qui a été exposé au repêchage d'expansion aussi. Ça a quand même été une grosse histoire. Il y a tellement eu beaucoup de trucs en peu de temps parce que le Canadien a eu un congé qui était vraiment petit que les gars, on dirait qu'ils sont arrivés au camp d'entraînement pas tant reposés, la tête peut-être un petit peu ailleurs, puis il manquait beaucoup de joueurs. Tu sais, souvent, j'entends des gens dire les blessures, c'est pas une excuse, mais je veux dire, c'est peut-être pas une excuse, mais je pense que ça peut être une explication quand même jusqu'à un certain point. Je veux dire, oui, c'est un facteur, c'est sûr. Carey Price, là, c'est un 5e choix au total. C'est le joueur autour duquel le Canadien a bâti son club, et là, il n'est pas là. Puis, je veux dire, enlève le meilleur joueur de n'importe quelle équipe, c'est sûr que ça risque de moins bien aller, peu importe tous les autres facteurs. Là, en plus, tu enlèves Shea Weber, qui est le capitaine, qui est le leader, qui est le défenseur numéro 1, même si vous allez me dire, dans le meilleur des mondes, ce serait un défenseur 2 ou 3, reste que pour le Canadien, dans les dernières séries, c'était le défenseur numéro 1. Absolument. Et après ça, tu as Joel Edmondson qui est blessé. Joel Edmondson, là, je me rappelle quand on l'a signé, là, les gens n'étaient pas sûrs. Les 5-6 premiers matchs, pas sûrs. Mais après ça, Edmondson, là, on va se le dire, il est venu stabiliser la défensive du Canadien. Toutes les mimes. Il a joué du gros hockey. Toutes les mimes de plus. Toutes les solidement, là. De plus Edmondson, c'était bon. J'aimais bien ça. Puis surtout, il est venu stabiliser la défensive du Canadien. Mais encore plus important, il est venu stabiliser Jeff Petrie. Oui. Parce que Petrie a joué probablement son meilleur hockey avec Edmonton parce qu'il savait qu'il pouvait se porter à l'attaque avec un gars qui était extrêmement fiable derrière lui. Fait que là, tu sais, je sens rien enlever à Charrot, mais je pense quand même qu'Edmonton dans sa zone est meilleur que Charrot. Mais ça, c'est le meilleur Charrot. D'accord. Il prend moins de mauvaises décisions, mettons. Oui, c'est ce que j'aime dire, c'est que Edmonton, c'est un Charrot sans les crampes de cerveau de Charrot. Oui, exactement. C'est le meilleur. Le meilleur de Charrot sans les faiblesses de Charrot. Oui, exactement. Fait que, je pense que l'absence d'Edmondson, c'est plus gros qu'on le pense aussi. Puis là, après c'est ça, immense. Tu peux rajouter l'absence de Byron. Byron, qui tu dis c'est un gars de bottom six, oui, mais c'est quand même un gros leader dans une équipe qui manque de leader. Fait que, je veux dire, Price n'est pas là, Weber n'est pas là, Perry est parti, Stahl est parti. L'année passée, il était peut-être moins important, mais là, dans une année où tout est ambigu un petit peu, c'est un contexte bizarre, un gars comme Byron a rapporté beaucoup, je pense, dans la chambre. Fait
autant sur la glace, il peut quand même apporter quelque chose, autant dans le vestiaire, il est plus important qu'on le pense. C'est incroyable comment il sous-estimé ce Byron-là. Hein? Même pendant les séries, les gros buts qu'il y a eu, les grosses passes qu'il y a eu, les gros jeux qu'il y a eu. Ben, le premier match contre Toronto en série, hein? oui. Son échappé, la photo. C'est le but gagnant. Exactement. Ouais. C'est un joueur qu'on affectionne beaucoup sur le podcast parce qu'il n'y a personne qui a été plus souvent non réclamé au balotage que lui. Mais quand il était réclamé, au moins, il était capable de signer un bon contrat. À bonne place! Oh yeah! Ah ouais, il a trouvé sa chaise. Yep. Yeah. C'est sûr qu'il y a beaucoup de blessés, puis c'est des joueurs clés actuellement. Là. Ça, c'est sans aucun doute. On entend souvent, genre, Price compte pas de but. Non, mais Price avait une tabarouette de relance, par exemple. Puis ça, c'est un facteur qu'on partit. Il ne fait pas juste des arrêts. Price sortait à rondelle de la zone bien plus qu'on le considère cette année. Là. C'est juste quand l'autre équipe fait un dump and chase, là, Price va reculer en arrière de son filet, va arrêter la puck au lieu de laisser rouler pour que l'équipe puisse reprendre down low. Là. Il va couper la passe puis il va la relancer à son div. Ça fait une différence énorme. C'est clair, c'est le troisième défenseur dans la zone tout le temps. Sans même parler des performances, là, juste comment le mind state, là, pardonnez-moi encore une fois l'anglicisme, mais juste le mind state des joueurs quand Price est dans le filet, ça change tout. Ils peuvent se permettre de prendre des fois un peu plus de risques en relance, peu importe, parce qu'ils savent que si jamais ils se font couper un jeu, il y a un breakaway. Encore une fois, je cherche les mots français depuis tantôt, mais bon, il y a une échappée. Price est là, puis il y a des bonnes chances de l'arrêter. Fait que tout ça, c'est des petits facteurs qui jouent dans la tête des joueurs. Puis dans l'équipe considérablement. Oui, ça joue dans exact. Qui joue contre le Canadien. C'est pas juste chez le Canadien qu'on gagne la confiance, mais eux aussi, ils perdent de la confiance. Oh, c'est clair. Ils jouent pas pareil. Quand tu t'en vas en breakaway contre Montembeault, c'est moins mental que contre Carey Price, c'est clair. C'est clair qu'ils ne jouent pas pareil. Parle pas contre Montchamson. Non, c'est pas contre lui, c'est vraiment pour Price. Ah non, c'est pas vrai. Mais c'est parce que c'est un gars qui vient de mon coin, puis je le connaissais. J'ai déjà parlé une couple de fois. Je l'avais rencontré quand il venait juste d'être repêché en Floride. Il était venu à mon bureau juste pour qu'on jase pendant 1h30. Oh, wow. J'avais bien apprécié ça. Mais je suis pas un Montembeault du tout, par exemple. Hein? Oui, il était pas pire. Moi, je pense que franchement, il était à quelques petits ajustements d'être capable de compétitionner dans cette ligue-là, pour vrai. Depuis la game, je pense qu'il a juste besoin de buts rapides. Copier-coller le style de Crawford sur Montembeault. Le square, pas trop de mouvement, reste à ta position. Quitte à laisser de temps en temps un but passer comme ça, tu vas te commettre moins souvent. Puis, je pense que c'est un gros gars capable de jouer square. Mais pour en parler de goaler, Primo, sa dernière game, guys, il était solide. On l'a perdu, mais c'est crève-cœur parce que lui, il méritait du sale pour là-dessus. Non, pas c'est exactement là où je voulais m'en aller. Yes, sir. Vas-y, un mot. C'est exactement là où je voulais m'en aller quand on parlait de Montembeault parce qu'on a justement rappelé Primo après. Puis, tu sais, Primo, je veux dire, moi, personnellement, je suis plus high sur lui que la moyenne, clairement. Ouais. Mais tu sais, Primo, les gens, des fois, on dirait, les gens comprennent pas toujours, puis là, je dis les gens, c'est une généralisation extrême. Là, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas le fait qu'un gardien, ça va être mature beaucoup plus tard qu'un attaquant ou qu'un défenseur. Il y a un goaler, un gardien de but là, qui est super bon, qui est super efficace, qui n'a pas de faiblesse. En bas de 25 ans, tu ne vois pratiquement jamais ça. Là. Les gens disent « Ouais, mais Shesterkin, il est là, il est bon, il est jeune. Ouais, mais Shesterkin, il est arrivé tard, il a 26 ans peut-être. Sorokin, même chose, il a 25 ans. Puis tu regardes Carter Hart, qui est un gardien de but qui a un gros pedigree. Carter Hart, l'année passée, à 22-23 ans, là, il a eu une saison difficile, puis cette année, ça se replace tranquillement. Mais tu sais, tu peux pas t'attendre. Je t'interrompre sur ça parce que Carter Hart, la différence pour moi, c'est que oui, il y a eu des hauts puis des bas, puis ses bas, il était quand même creux. Mais dans ses hauts, tu as toujours pu voir le plafond de ce gars-là. Tu voyais qu'il y avait ce niveau-là qui dormait en lui. Puis c'est ce que je trouve qui manque à Primo, mais je vais ajouter une affaire, par exemple. Carter Hart ne joue pas à Montréal. C'est un marché qui est excessivement difficile sur ses gardiens de but. Puis c'est pour ça que moi, j'ai des doutes sur Primo. Puis c'est pas sur Primo que j'ai des doutes, c'est sur la pression que ça va être de suivre Carey Price. Ça va être une pression immense pour n'importe qui. Puis ça va prendre quelqu'un de vraiment exceptionnel pour remplir ce rôle-là. En même temps, la présence de Carey Price lui permet de se développer et que Carter Hart, lui, est arrivé à Philadelphie puis il n'a pas de gardien. Là. On va finir par accepter que la présence de Price. C'est vraiment juste ça. Il va finir par accepter que la présence de Carey Price n'est pas acquise pour si longtemps que ça, boys. Là. Ça se compte peut-être sur une main et moins. Là. 5 ans, ça serait beau. Là. C'est peut-être 3. Mais moi, je pense, sincèrement, je pense que Caden Primo sera le digne successeur de Carey Price. Je le dis haut et fort ici présentement.
Depuis qu'il a été repêché, sa courbe de progression, sincèrement, elle est phénoménale. Tu sais, ce gars-là, quand il est arrivé dans la NCAA, là, il est arrivé un gardien de 18 ans, puis il a tassé carrément un gardien qui avait 20-21 ans, chose que tu ne vois pratiquement jamais dans la NCAA. Il est arrivé là, il a tassé un gardien vétéran, il a eu une excellente saison avec les Huskies. L'année d'après, une autre excellente saison, et c'était un no-brainer que c'était encore lui le premier gardien. Il a eu encore une excellente saison. Il a gagné le meilleur gardien de la NCAA au complet, peut-être, ou de sa division, je ne suis pas certain, mais je pense que c'est la NCAA au complet. Là. Je pense que c'est la NCAA, ouais. Me semble bien. Puis après ça, à ce moment-là, on pensait qu'il allait jouer encore peut-être une saison ou deux dans la NCAA, mais il a signé professionnel, s'est envenu avec le Rocket. Puis c'est sûr que si tu regardes juste les statistiques pour sa première saison avec le Rocket, tu te dis ah, OK, mais hey, à 20 ans, être un gardien partant dans la Ligue américaine, c'est déjà très impressionnant. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Puis il a quand même très bien fait dans le contexte. L'année d'après, il a été encore meilleur. Cette année, il était encore bon. Là, il a gardé les buts avec le Canadien hier. Finalement, il a été excellent. Sa courbe de progression, depuis le moment où il a été repêché sincèrement, là, ça va juste en montant, puis tu vas me dire, ouais, mais tu sais, dans les matchs pré-saison, il a mal paru un peu, oui, mais tu sais, tout le monde a mal paru dans les matchs pré-saison. Là. Les défenseurs étaient mauvais, les attaquants étaient mauvais, il n'y avait pas de relance, il n'y avait pas de protection, il n'y avait rien. Là. Pas de motivation, pas d'engagement, fuck off. Exact, c'est ça. Il n'y avait rien. Fait que pour moi, sincèrement, là, moi, je pense, puis je l'affirme haut et fort, que Cayden Primo va être le prochain gardien numéro 1 à Montréal. Si ce n'est pas à Montréal, je pense qu'un jour, il va être numéro 1 ailleurs. Parce que ce gars-là, il est bon techniquement, il a un bon physique, il est focus sur le hockey et il y a quelque chose que moi, je considère très important, soit les bloodlines. Il vient d'une famille de hockey. Puis, tu sais, il y en a qui ne considèrent pas ça du tout. Puis, tu sais, je dis ça un petit peu à la blague, mais tu sais, souvent, les liens de sang, finalement, avec devenir d'une famille de hockey, souvent, ça va te procurer genre de petite préparation que quelqu'un qui ne vient pas du tout de ce milieu-là. C'est clair qu'il y a des meilleurs conseils en grandissant, c'est clair. Là. Ben non, c'est ça. Entouré, les Primo, ça a été une grosse famille de hockey quand même. Il va arriver, lui, la pression, les conseils, comment gérer la vie professionnelle. Avant même d'arriver dans une organisation professionnelle, il savait déjà un petit peu à quoi s'en tenir à cause de son oncle et de son père. Donc, à ce niveau-là, c'est un plus qu'il y a, sans même parler de tout le reste que je trouve solide techniquement, il est physique, il y a tout ce qu'il faut pour passer au prochain niveau, selon moi. Un peu comme Brady Tkachuk, hein? On aurait dû aller avec le bloodline avant. Je désirais ne pas parler de ça ce soir, Mathieu. C'est bon. Jusqu'à maintenant, j'avais du plaisir. Ne gâche pas ça. Est-ce que tu penses, Mo, qu'on a. Le lien était juste trop facile. C'est comme si tu décrivais la famille Tkachuk. Ouais, non. Puis le peu, c'est qu'en parlant, j'y ai pensé. Est-ce que tu penses qu'on aurait carrément dû... Est-ce que tu penses qu'on aurait carrément pas dû aller chercher Montembeault puis rider avec Primo en laissant McNiven prendre le lead à l'avant? Non, moi, j'ai trouvé le plan parfait. Ouais. De dire que c'était Montembeault qu'on allait chercher, ben, je pense qu'il ne savait peut-être pas aussi à ce moment-là combien de temps Price allait être absent, donc à quel point on avait vraiment besoin d'un deuxième gardien qui allait avoir beaucoup de départs. Puis, tu sais, le plan depuis le départ, puis Stéphane White en a reparlé aussi, il n'y a pas si long, le plan depuis le départ, ça a été que Cayden Primo se développe dans la Ligue américaine tant et aussi longtemps qu'il pouvait rester là, puis tant et aussi longtemps qu'il n'avait pas à passer par le ballottage pour aller jouer pour le Rocket. Fait que c'est pas une question de manque de confiance envers Primo d'avoir réclamé Montembeault. Je pense que personne ne pense ça, là. Non, ben, je le dis parce que hier, j'ai eu une petite argumentation par rapport à ça. Mais il me semble que c'est clairement une décision de stick to the plan. Non, c'était vraiment juste une question, finalement, de dire, bon, Primo, on veut qu'il y ait un maximum de départ. On réclame un gars qui va prendre une coupe de départ comme deuxième. Montembeault, Primo, tu vas pouvoir avoir le maximum de départ en bas. Puis il y en a quand même eu une majorité quand même par rapport à McNiven. Là, Price n'est pas encore revenu. Allen est blessé. Tu montes Primo, puis là, Primo est dans une situation où il peut goaler tous les matchs, il peut avoir tous les départs jusqu'à ce que Price ou Allen reviennent. C'est ce que tu penses? Tu penses qu'il va avoir vraiment la majorité des départs et qu'on va moins voir Montembeault? Ben, la majorité des départs. Je pense Allen que revient samedi. devrait être devant si vite que ça, je n'avais pas vu la nouvelle, Jeff. Comment? Parce que j'ai cru voir passer qu'Allen pourrait revenir aussitôt que samedi. Fait qu'au pire, Primo goal demain, puis...
Ouais, ben ils ont dit ça, à il me Allen semble une pas, semaine. Fait que oui, c'est ça, Allen une semaine, mais demain, je pense que ça va être Primo, sous toute réserve. Là. Puis après ça, samedi, si ça se passe bien jeudi, je pense que Primo pourra avoir un autre départ samedi. Puis tu sais, dans le fond, eux, tout ce qu'ils veulent, l'organisation du Canadien, c'est que Primo, il y a un maximum de départs. En fait, là, l'avoir monté en haut, il continue à avoir des départs, mais à un niveau plus élevé. Il prend des meilleurs shots. Il donne le net. Exact. Peu importe comment ça se passe, qu'il soit super bon, qu'il soit super mauvais, peu importe. Quand Allen va être prêt à revenir, c'est Primo qui va c'est ça qui est encourageant. C'est vrai, zéro pression. Avec la fiche du Canadien, il n'a pas de stress. Là, c'est vas-y, tu gagnes, tu gagnes, tu perds, ben, l'équipe perdait déjà. C'est vraiment pas la fin du monde. Là. Mange du Robert. C'est un autre vraiment, moi, j'aime ça pour vraiment Primo, une grosse performance qui est sortie en plus. Fait que c'est le fun. Au moins, on peut voir un peu de notre futur performer. Je pense à Primo, mais je pense aussi à Romanov puis Perling là, qui s'est installé. Oui, mais c'était ma prochaine question. C'est quoi les noms? C'est pour ça que j'ai rappé ça un peu de même aussi. Vas-y. Tu faire un lien ou le lien est déjà fait? Non, mais c'est ça, Marco. C'est qui les noms là, que tu es en train de voir qui sont en train de se démarquer dans cette équipe-là? Il y a beaucoup de négatifs, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de prendre de l'expérience. Qui se rend satisfait, de qui tu es content de voir là, son jeu, puis, ou le contraire, là, qui vraiment te déçoit et que tu n'es pas content? Ben là, en partant, je pense que Nick Suzuki, on est en train d'assister à l'éclosion d'un vrai premier centre que le Canadien n'a pas eu pendant tant d'années. Oui, il n'a peut-être pas eu de points ces 2-3 derniers matchs, mais il n'a pas mal joué pour autant. Non. Suzuki, tu sais, personnellement, depuis qu'il a commencé à jouer dans la Ligue nationale, on voit qu'il a un fort potentiel. Puis depuis le premier match qu'il a joué, on peut observer une certaine progression toujours. Moi, je suis confiant là, que. Oh, petite carte. C'était Morton! C'était Nick Suzuki, ça, ouais? Yes, c'était Nick Suzuki, mon premier paquet. J'ai pogné un paquet au thème, puis c'était Nick Suzuki qui était ma carte. Je pourrais aller t'en chercher une coupe, moi aussi, de cartes en bas. J'ai une belle collection, mais c'est j'en ai pas beaucoup. Un autre fois, peut-être. Un autre fois. Pour un autre fait que oui, Suzuki, sincèrement, là, je veux dire, il a déjà l'étoffe d'un premier centre, puis il va juste continuer à progresser tranquillement. Fait que je pense que le bright light le principal cette saison, clairement, c'est Suzuki. Puis Romanov aussi, sincèrement, il y a eu un début de saison difficile. Et beaucoup mieux. Mais depuis qu'il a été laissé de côté, ça fait peut-être 4-5 matchs, il paraît mieux. C'est pas parfait, puis je pense sincèrement que ça ne sera jamais parfait, puis qu'il va falloir apprendre à apprécier ses imperfections parce qu'il y a des belles qualités qu'il peut apporter, comme de la relance, un bon coup de patin, de l'intensité, du leadership, surtout il frappe comme un train, on va se le dire. Fait que Romanov, c'est tendance-ci, mais il est encore jeune, mais c'est un jeune qui est tellement intense que des fois, ça va juste être d'aller trouver le juste milieu. Puis sans vouloir y enlever sa belle intensité, mais juste de savoir tempérer un petit peu quand il faut que tu y ailles, quand il faut que tu te tempères un petit peu pour prendre une mauvaise pénalité, peu importe. Mais Romanov, personnellement, je continue à croire, pas que ça va être un défenseur numéro 1, un défenseur numéro 2, mais je continue à croire que ça va être un bon défenseur de deuxième paire pendant plusieurs années. Ouais. Autant je n'ai pas aimé ce que j'ai vu de lui en début de saison, autant après qu'il a été laissé de côté, j'ai vraiment aimé comment il a rebondi. Puis, Romanov, c'en est un que. Y a-tu la bonne attitude, ce gars-là? C'est vraiment cool. Un gars qui n'a jamais mal réagi à ses punitions, puis qui fait juste continuer d'apprendre, puis d'absorber, puis jamais bouder dans son coin de toute beauté. J'ai bien aimé sa game hier, justement. Parlant de lui, c'en est un que j'ai remarqué hier de façon extrêmement positive. Je trouve qu'il en a vraiment joué une bonne. Ça fait une semaine que Romanov est en train de se démarquer en défensive. Il fait des beaux jeux. Contrôle au niveau de la défensive. Passe la bleue, man. On a tellement de misère à passer la bleue adverse. Lui, il va direct. Bam, il est là. That's it. Puis quand il part avec la rondelle, avec ses cheveux longs, il est magnifique. Là, il part, il y a un coup de patin un peu pas super à l'aise, mais efficace quand même. Là, j'apprécie. Magnifique, hein? Tu parlais de son intensité. Magnifique, je vais retenir ça, magnifique, moi. Ouais. Tu parlais de son intensité, puis un sage homme qui a déjà dit c'est toujours mieux d'avoir à retenir un gars que d'être obligé de pousser dans le cul pour qu'il avance. Hein. Ouais. C'est toujours plus fun de Fait que, moi aussi, tout ce que tu as dit sur Romanov, complètement d'accord. Exact. Puis, j'ajouterais à la liste des belles découvertes cette année, Perling, qui prend sa place tranquillement, qui nous a permis d'ailleurs de laisser aller Brooks aujourd'hui au balotage. Manger son pain noir, c'est le fun de le voir aller. Ouais. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y avait un poste à perdre quand il est arrivé au camp, puis peut-être que dans sa tête à lui, c'était un peu acquis, puis il s'est comme pris pour un vétéran, genre de je vais me dérouiller ici, entamer la saison à Montréal et
finalement, lui, son but, il devait encore se prouver. Il ne devait pas juste se dérailler au même titre se dérouiller, dis-je, au même titre qu'un vétéran. Il devait se démarquer, il ne l'a pas fait. Il est allé à Laval. Il a eu une bonne attitude. Il a bien joué à Laval. Il a continué de travailler quand il est revenu à Montréal. Il a bien joué à partir du début. Puis, tu sais, Perling, encore une fois, c'est pas le gars qui va avoir le plus gros talent offensif. On ne s'attend pas de lui qu'il fasse 70 points par saison. Mais c'est le genre de gars qui peut tellement être efficace dans différentes facettes. Puis, c'est le genre de gars que les entraîneurs vont aimer aussi parce qu'il est bon dans les petites choses. Souvent, il va porter attention aux détails. Puis il va être capable de produire offensivement. Mais tu sais, mettons qu'il devient un troisième centre qui fait 40 points par année, exemple, qui peut jouer à l'avantage numérique, qui peut remplacer sur l'avantage numérique, qui peut apporter l'intensité, il est quand même grossi. Tu sais, je pense qu'il va avoir sa place comme troisième centre. Mais là, ça va être de voir avec Jake Evans, avec Ryan Pelling, qui va devenir le troisième centre, finalement. Là. Mais écoute, on verra. Mais oui, moi, je ne pense pas qu'il y a de problème, dans le fond, d'avoir Jake Evans au poste de troisième centre le temps que Perling le prenne tranquillement. Il n'y a pas de presse. Ils peuvent se le disputer encore une couple d'années, c'était pas oui, exact. C'est ça que je vois dans l'avenir. Au pire, au salaire qu'il fait, là, 1,7 million, un quatrième centre qui joue en désavantage numérique, un genre de 14-15 minutes par match. Pas tannant, là. Pelling a l'air très coachable aussi. Hein? Il a l'air d'un gars qui absorbe bien, critique pas, rouspète pas. Chose qu'on a appris avec du recul sur Kotkaniemi, qui était très difficile à coacher, puis qui boudait, puis qui pensait tout le temps qu'il était plus haut que ce que le coach disait, puis même à la limite, rejetait du revers de la main les critiques du coach, comme non, je suis meilleur que tu penses, ta gueule. Mais non, quand c'est sorti, là, ça faisait déjà, moi, 1 an qu'on m'en avait parlé un petit peu. Puis c'est le genre de truc quand on me dit que jamais je vais aller sortir. Il y a des trucs, là, comme on parlait tantôt de JT Utah, il y a des trucs de gossip là, que je me fais dire sur une sortie, sur tel joueur qui a fait telle affaire à tel endroit. Ça m'intéresse pas. Je trouve ça comique quand on me le dit, mais c'est tellement pas le genre de truc que je vais aller sortir parce que ça pourrait nuire à quelqu'un. Moi, quand je sors une info, je veux jamais que ça nuise à personne. Mais, pas une bonne personne, Amo. Voilà. Une signature de contrat, ça fait pas mal. C'est ça. Exact. Moi, j'aimerais ça qu'on aille tout de suite à notre prolongation parce qu'on va fire des questions à Marc-Olivier. Puis ça va être vraiment le fun parce que là, on va essayer de te pogner blindside. Nous autres, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un shootout, on pose une question, puis chaque personne répond, mais doit répondre le contraire de l'autre. Mais là, on est 4. Fait que là, on va chacun donner notre opinion sur le sujet. Mais là, on va essayer d'aller t'en chercher une coupe de croustillante, puis d'aller te faire de te pogner dans le coin. T'es-tu prêt à jouer avec nous autres? T'es chanceux, je suis tellement là, je suis tellement pas patiner. Bon. Moi, je parle d'un patin verbal, là. C'est bon. Fait que, qui veut y aller avec la première question? Moi, j'en ai une de prête. Vas-y, moi, je suis pas prêt. Moi, j'ai rien encore. Vas-y, man. Moi, j'en ai une. Pendant les dernières semaines, il y a eu la rétrogradation de Cole Caulfield avec le Rocket de Laval. Actuellement, Cole Caulfield est en train de reprendre confiance avec le Rocket. Il est en train de brûler son année Calder en bas chez le Rocket. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce qu'on le rappelle ou est-ce qu'on le laisse à Laval? Puis si on le rappelle, d'ici combien de temps tu aimerais le revoir avec le Canadien? Je peux-tu, avant la réponse des mots là-dessus, combien de matchs il faut qu'il joue pour brûler son Calder? Il est vraiment brûlé? Là? Il est déjà brûlé. Ce que j'ai vu, c'est qu'il faut jouer 2 saisons consécutives de 6 matchs. C'est la deuxième. C'est pas le nombre de matchs, c'est la deuxième saison. C'est 25 ou 2 consécutives avec 6 matchs. S'il reste 7 années avec le Rocket, puis l'année prochaine, puis ensuite il revient, là, il va être correct parce que il y aura. 2 ans avec le Rocket, comme t'es nerfs. Je fais juste dire comment ça fonctionne. D'accord, là. C'est quoi, Demo? Ouais, quand t'es. Vas-y, Amon, excuse-moi, je voulais. Ben là, premièrement, je ne suis pas sûr, mais je pense que je reçois une notification, puis tantôt, je pense que Caulfield a compté 2 buts avec le Rocket ce soir. Là. Il affronte les Marlies, hein? Oui. Comment? Il affronte les Marlies ce soir. Ouais, la dernière fois que j'ai regardé, tantôt, c'était 5-1 pour les Marlies. Puis là, je viens de voir que but de Caulfield pour créer l'égalité. Puis il y a peut-être 15 minutes, j'ai eu une notification comme quoi Caulfield venait de scorer. Fait que bref, il produit, c'est ça l'important. Mais tu sais, moi, dans le fond, premièrement, quand ils l'ont envoyé en bas, moi, personnellement, je ne second-guess pas leur décision. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas nécessairement envoyé en bas parce que je trouvais que c'était juste toute l'équipe qui jouait vraiment mal. Caulfield ne jouait pas plus mal qu'un autre. Puis Caulfield nous a prouvé qu'il appartenait à la Ligue nationale en série. Parce qu'on s'entend, un gars comme Caulfield,
c'est supposé devenir plus difficile quand tu arrives en série parce que tu as un plus petit gabarit, tu es un gars qui n'a pas beaucoup de grit, qui a beaucoup de talent. Puis souvent, ces joueurs-là vont être plus visés en série puis peuvent moins performer. Lui, Caulfield est arrivé en série, il a bien performé en partant, puis il a largement contribué au succès offensif du Canadien. Rendu là, de dire, bon, ben là, on a un mauvais début, Caulfield, on va t'envoyer en bas. Si l'optique, c'était de dire, on est dans un environnement perdant présentement, puis on ne veut pas que tu prennes ces plis-là un petit peu, on veut que tu aies été imprégné, je ne dirais pas d'une culture gagnante, mais que tu aies été imprégné de quelques victoires au moins en bas, que tu reprennes ta confiance. Je peux comprendre jusqu'à un certain point. Moi, je ne pense pas que je l'aurais renvoyé là, mais je peux comprendre la décision quand même jusqu'à un certain point. Rendu là, il y a un point par match depuis qu'il joue avec le Rocket. Parce que la question, ça va être à quel moment exactement l'organisation va réellement avoir jeté la serviette sur la saison. Parce que tu te dis, bon, tu sais, cette saison, c'est terminé. Est-ce qu'on aime mieux laisser Caulfield brûler la Ligue américaine pour qu'il revienne la saison prochaine et qu'il ait la confiance dans le tapis? Ou tu préfères le ramener en haut pour qu'il prenne une confiance dans un contexte où peut-être que tu perds des matchs, mais en même temps, tu n'as absolument aucune pression. Donc, si tu commets des bévues, ce n'est pas la fin du monde parce que de toute façon, probablement que l'équipe aurait perdu le match ou aurait perdu la majorité des matchs quand même. Fait que moi, je ne l'aurais probablement pas fait à ce moment-là. Aujourd'hui, de dire à quel moment on le ramène, sincèrement, moi, je le ramènerais probablement tout de suite pour lui donner plus d'expérience de la Ligue nationale dans un contexte où il y a beaucoup moins de pression. Puis on s'entend qu'à Montréal, un contexte sans pression, ça n'arrivera pas super souvent. Donc, je le ramènerais relativement rapidement. Et non, c'est sûr que je ne joue pas un match pour le Rocket la saison prochaine, selon moi. C'est peut-être plus un souhait qu'une opinion, mais quand même. C'est sûr que la pression était forte au début de la saison, mais beaucoup moins à ce stade-ci de la saison où nos attentes sont vraiment diminuées comparativement au début avant que ça commence. Ça, pour aborder dans la même direction qu'Emo un peu aussi, non seulement l'équipe ne fonctionnait pas en début de saison, mais Suzuki n'avait pas un fort début de saison non plus. Puis mais par la force des choses, c'était son centre. Fait que, si sa ligne ne fonctionne pas, son centre ne fonctionne pas, Toffoli ne fonctionne pas, c'est rough un peu pour. Est-ce la poule ou l'œuf? Non, c'est clairement la poule. Est-ce que Suzuki ne fonctionnait pas parce que Caulfield ou est-ce que Caulfield ne fonctionnait pas à cause de Suzuki? Non, arrête, c'est sûr que non. Tyler Toffoli non plus ne fonctionnait pas. Mais biologiquement, c'est l'œuf qui venait avant la poule. Mais dans le contexte dans le contexte du hockey, non, je ne pense pas que Caulfield est à blâmer pour les insuccès de Suzuki en début de saison. N'empêche que mon point, c'est que si ton centre ne fonctionne pas et que ton winger d'expérience ne fonctionne pas, toujours de demander à un kid qui joue son année recrue de porter la ligne sur ses épaules. Oui, 100%. Quand même, content de voir Pat que tu écoutais dans tes cours de biologie. C'est quand même cool. C'est mon opinion, je n'écoutais pas. Fuck off. Juste, c'est clair. La poule ne peut pas se matérialiser de rien. Par contre, si tu croises. Mais comment le premier œuf est apparu, bien? C'est ça, du croisement de deux oiseaux qui n'étaient pas une poule, ça donne une poule. Fin de l'histoire. Guys. Parlons hockey. J'en ai une question. À Mo. Oui, j'en ai une pour vous trois. Vous êtes tous au courant, je présume, de la rumeur au Colorado, comme de quoi Samuel Girard est disponible pour une transaction. Oui. Ma question, elle est ultra simple. C'est est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez? Et si oui, qu'est-ce que vous donnez? Et moi, j'ai écrit un article là-dessus, d'ailleurs. Fait qu'on va pouvoir avoir la chance de. J'ai pas lu. Tu sais, comme je vous disais tantôt, quand on n'était pas encore en direct, moi, tu sais, dans le fond, j'habite à Trois-Rivières. Puis Samuel Girard a joué son hockey junior à Shawinigan, qui est à 20 minutes de Trois-Rivières. Donc, Samuel Girard, avant même qu'il soit repêché, je l'avais vu jouer déjà peut-être 15-20 fois. Donc, c'est évident que je risque d'être un petit peu plus high que la moyenne sur lui. Mais moi, définitivement, je veux dire, Samuel Girard vient clairement régler un gros besoin à la Ligue bleue. Tu fais juste garder les défenseurs que le Canadien a déjà. Tu rajoutes le retour d'Edmondson et tu ajoutes Girard qui pourrait jouer avec Savard, exemple. Tu regardes le top 6 du Canadien, tu fais comme, OK, quand même, pas de mauvaise défensive, tu sais, versus présentement, tu la regardes, tu es comme, oh, on passera pas à travers. Là. Mais c'est vrai qu'il y a une couple de pions. Ajoute Edmondson, le retour, puis ajoute Girard. Colin, on commence quand même à tenir quelque chose. Donc, moi, clairement, Girard, je donnerais la lune pour l'obtenir. C'est quoi? Tu donnes qui, donc, déjà? Je me suis fait insulter un petit peu là-dessus. Il y a notamment Roger de Quaticook qui m'a dit « En tout cas, moi, Baudouin, je ne le nommerai pas DG. »
Fait qu'on va donner le bénéfice du doute à Roger de Quaticook, mais moi, je disais dans le fond que je serais prêt à laisser partir Jonathan Drouin là-dedans, et ce n'est pas parce que je n'aime pas Jonathan Drouin, loin de là. Puis on a parlé aussi de Brendan Gallagher, puis je pourrais clairement... C'est bon, ne spoil pas ma réponse, c'est bon. J'essaie toujours, tu sais, on marche sur des œufs, là. Hein? Avec Gallagher, tu marches sur des œufs certains ici. Mais comme je disais, c'était plus d'un point de vue, le Canadien est quand même très limité point de vue plafond salarial, puis ça prend un gars qui a un salaire similaire pour que ça fonctionne. Donc, Gallagher ou Drouin, puis sincèrement, je donnerais plus Gallagher que Drouin, mais je crois que Colorado voudrait plus Drouin que Gallagher. Je voulais faire une offre qui était alléchante aussi, puis je disais que j'étais prêt dans un contexte où le Canadien ne fera pas les séries, puis que Ben Sherratt va être joueur autonome sans restriction à la fin de la saison, mais je serais prêt à faire un combo Gallagher-Sherratt ou Drouin-Sherratt pour Girard, parce que Girard, on ne se le cachera pas, là, il a 23 ans, je pense. Il est encore super jeune, il fit avec les âges du jeune noyau de Suzuki, Caulfield, etc. Puis il y a un bon contrat, il est friendly 5 millions pour encore 5 ans, oui, Romanov aussi, pour 5 ans encore, pour 5 millions pour encore 5 ans, je crois, quelque chose comme ça. Fait que oui, écoute... Ouais, c'est jusqu'en 2027. Comment? 5 millions par année jusqu'en 2027, c'est vraiment un beau contrat. Ouais, c'est ça, c'est un beau contrat. Puis Samuel Girard, là, je veux dire... Il était derrière, il a joué avec Makar, il était derrière lui sur la supériorité numérique. Mais mettons, aujourd'hui, je te donne le choix sur la première vague, Chris Weidman ou Samuel Girard? Non, on ne répondra pas à ça. Réponds même pas à ça. C'est une question rhétorique. J'ai peur de me tromper. Matt, je vais te laisser bien du temps pour répondre à la question. Pour moi, c'est simple. C'est clair que je donne Gallagher. À cause du salaire. À cause qu'il va mal vieillir, ce contrat-là. Mais moi, je vais y aller avec plus une vision. C'est plus, tu as la chance de dumper un salaire long terme. Tu as plusieurs salaires long terme ou des salaires que le Colorado accepte. Canadien. Pardon? Il faut que le Colorado accepte aussi. Il faut juste dumper du salaire. Il faut qu'il aime. Faut qu'il aime là. Accepte un joueur qui a un salaire long terme, qui veulent se départir pour de l'actif maintenant. Mais eux, ils peuvent peut-être intéressés aussi par un gars comme Armia, qu'on n'a pas nommé, qui a aussi du grit, qui est capable de jouer en série, qui est big, qui est capable d'un puck retrieving. Puis on a vu en série comment il peut jouer avec bien encadré. Sherratt, vous l'avez nommé, moi, ça serait lui. Un combo Sherratt-Armia peut être très intéressant pour une équipe comme le Colorado qui veut deux gros bodies, des corps qui jouent en série, qui sont forts, sont physiques. Ça aussi, ça peut être intéressant pour eux pour aller chercher un joueur comme Girard. C'est pas fou parce qu'ils ont manqué de ça en série. Oui, exact. C'est ça que je disais tantôt. Ben Sherratt, c'est un défenseur que le Canadien a beaucoup. Puis Sam Girard, c'est un défenseur, Sam Girard, c'est un défenseur que l'Avalanche a beaucoup. Fait que de là, de dire, on s'échange ce défenseur-là et en plus, on va chercher un attaquant qui va venir apporter beaucoup de profondeur sur les ailes. Quitte à ajouter un choix ou un espoir du côté du Canadien, je pense que ça fait quand même du sens pour Colorado. Et en passant, les gars, j'ai eu de la difficulté. Je vais aller chercher mon fil pour brancher mon téléphone. Je vais manquer de batterie. Je reviens. Pas de problème. C'est bon. Tu peux finir ton idée, Matt, en attendant, tu disais... Oui, mais c'est ça. Moi, on a des joueurs qui ont prouvé qu'ils ont une valeur en série. Pas nécessairement Gallagher, que je comprends, tu veux dumper à cause de son salaire et de la longévité de son contrat. C'est ce que je vais rajouter un élément à ce que tu dis, Matt. C'est pas juste le salaire et la longévité de contrat, c'est que pour toujours, il va être le gars que trop de partisans veulent voir devenir le capitaine. Puis que dans le fond, tu le vois, là, cette année, son leadership, il ne carry pas tant que ça. C'est pas lui qui a soulevé la chambre et il n'y en a pas eu de leadership cette année. Là. C'est parce qu'il ne peut pas assouvir son leadership sur personne, man. Il manque 8 gars. Moi, plus que ça, je trouve franchement que Gallagher, il a déjà en masse une charge de travail de soutenir son propre style de jeu, qu'il n'a pas besoin d'essayer de motiver les autres. Sa présence, c'est ça la motivation. Ouais. Mais je pense pas que c'est le leadership qui lui manque actuellement. Je pense vraiment pas ça. Je pense vraiment pas que c'est ça le problème. Mais regarde, on pourrait en débattre longtemps, on pourrait faire un épisode juste sur Gallagher, là, si tu veux. On peut faire sur Petrie aussi. Il est sur sa première année de son long contrat, puis je pense pas que c'est lui nécessairement le gars que le Colorado veut aller chercher parce que Gallagher n'a aussi rien prouvé en série. Mais on a des joueurs qui ont prouvé leur valeur en série. Puis je pense que ça peut être attirant pour une équipe comme le Colorado. Puis je pense qu'au trade deadline, le fait que le Canadien a eu un long shot dans les séries va valoir la peine rendu aux joueurs de marché des transactions parce que là, on va avoir des... Tu sais, pendant tellement d'années, on disait « Oui, mais Bergevin n'a pas fait d'échange. » Oui, mais qui c'est qui veut nos joueurs?
enfin, cette année, on a des joueurs qui ont une certaine valeur, une certaine attirance parce qu'ils viennent de prouver leur valeur en série. Je pense que Sherrod, c'est ce gars-là cette année. C'est intéressant rendu au trade deadline comparativement à d'autres années. Sherrod, c'est le gars qui hérite également les partisans puis qui a une valeur en même temps sur le marché. C'est comme Sherrod, à cause de Edmondson, c'est vraiment mon deadline bait. Edmondson aussi qui peut être intéressant pour certaines équipes. Non, touche pas à ça, man. Non, mais moi, je touche pas à ça, mais je fais juste dire que les autres équipes vont être intéressées puis il va falloir faire attention à c'est quoi la direction qu'on veut prendre. Tout simplement. Eddie, c'est la direction qu'on veut prendre, puis Sherrod peut y aller, lui. C'est bon. J'ai pas de questions. Guys, c'est une question qui me pop vite. Toi, un mot, as-tu une colle à nous poser? J'ai pas de colle, mais j'aurais peut-être une question que toi, tu pourrais poser. Si tu veux, je pense qu'on n'a pas vraiment parlé de Mathias Norlinder. Oh! C'est vrai. Qui va jouer son premier match dans la Ligue nationale demain. Quand même un bon sujet. Ben, OK, là, guys, est-ce que vous pensez qu'il est là pour rester ou c'est juste un petit stint pour goûter à la Ligue nationale avant de retourner faire ses classes? Un petit candy, là. Il vient de faire du rehab, là. Vous juste voir comment il patine, puis après ça, dans l'avion. À moins qu'il explose. Non, il n'y a pas d'explosion. Il attend pas. Matt, moi, j'ai presque peur de ce scénario-là, personnellement. Tu sais, qu'ils connaissent vraiment un très bon premier match. Un peu comme quand Victor Mété était arrivé, il avait connu un excellent camp. On s'était dit, ben là, il faut qu'il fasse le club. Il avait fait le club. Finalement, la ballonne avait fini par dégonfler. J'ai peur que le scénario se reproduise avec Norlinder un peu, qui, on s'attend, un défenseur avec un potentiel offensif nettement plus élevé que Mété, je crois, mais un type de défenseur quand même similaire. Tu sais. Fait que j'ai avec quand le même corps pour jouer à la game. Mais je suis quand même content qu'il y ait un match pour pouvoir goûter à savoir c'est quoi le calibre de la Ligue nationale. Voilà. Où je devrais peut-être m'améliorer par rapport aux pros. Puis après ça, en tout cas, moi, dans le meilleur des mondes, ce serait qu'il joue un match, puis peu importe sa performance après, qu'il retourne jouer une autre saison dans la SHL. L'année prochaine, on se reverra au camp. Puis là, peut-être que tu préfères le club, tant mieux. Mais là, surtout qu'il revient d'une blessure en plus, on dirait que le timing est bizarre pour qu'il fasse le saut. Puis c'est plate parce qu'encore une fois, il y a une place pour un défenseur gaucher capable de bouger la rondelle. Le même scénario qui s'était produit avec Mété, qu'on avait encore de la place pour un défenseur gaucher qui bougeait la rondelle. Fait que là, je veux dire, tu sais, tu as Chris Wideman, Sami Nikou a dépassé. C'est dépassable, mettons, dans une option relativement courte. Fait que j'espère que ça va être un match. Après ça, on lui dit « Merci Mathias, va travailler sur tes lacunes, reviens-nous en forme au prochain camp. » Et voilà. J'espère que ça va être ça. Un peu comme j'ai déjà dit dans le passé, il faut qu'il goûte. Là. C'est bon. Puis là, il retourne, puis il a le goût d'en revenir. Je ne sais pas si c'est juste un match ou 3-4, mettons, au moins, là, mais un match, c'est comme un seul match. Il goûte qui aime ça, pour vous dire, il faut que je revienne, c'est là que je veux jouer, c'est là que je veux rester après. Puis je pense que c'est ça qui va être intéressant. Là. C'est vrai. Excellent point sur Norlinder. C'est le fun de... Oui. Ben oui. J'espère franchement que ça ne s'étire pas trop, mais je ne sais pas si je suis aussi sévère que Mo pour un seul match. Peut-être que j'en ai moins de 6. C'est correct. Là. Je ne veux juste pas qu'on s'emballe sur une bonne performance, un hype de début de 2-3 matchs, wow. Puis finalement, il est là le reste de la saison. Puis là, il a joué 18 matchs, puis on est comme, mais là, le renvoyer après 18 matchs, on n'est pas sûr. Fait qu'on va étirer la ballonne qui dégonfle jusqu'au temps que ça soit un ballon jamais gonflé. Pour faire c'est ce scénario-là que j'ai plus de misère. Mais 2-3 matchs. Les flashbacks PTSD de Kotkaniemi et de Mété qui embarquent quand tu parles de ça. Fait que je suis bien d'accord avec toi. Là. Quelques matchs, mais pas. Non, ne s'embarquons pas à long terme là-dessus. Ouais, fait que. Y avait-tu d'autres choses? Y avait-tu d'autres questions pour t'en avais-tu une question pour finir? Ça serait à toi d'en poser une, man. Guys, j'ai posé mes cols sur Petrie puis. Vas-y, Marco, si t'en as une. J'en ai pas. T'en as pas si une. vous m'aviez dit, il y en a pas une dans le courrier. C'est ça qui est la beauté de la chose. OK, guys, le joueur que les partisans s'attendent le moins, mais qui risque de partir au deadline. Oh. Moi, j'en ai Parce que c'est clair, il y a une saison comme ça, là, avec tous les contrats qu'on a, avec tous les vétérans qu'on a, avec le virage jeunesse qui est amorcé, c'est clair, là. C'est clair qu'il va y avoir des départs crève-cœur. Moi, j'en ai un pour toi. Le problème à Montréal cette année, là, c'est qu'il n'y a pas de grands joueurs autonomes sans compensation. Il y a beaucoup de joueurs qui sont
sont engagés à long terme. C'est pas si impossible d'avoir un gars avec 2 ans de contrat pareil. Non? Je vois pas grand personne d'autre que Charrot partir au deadline. Ouais, s'il y a quelqu'un qui est surpris de ça, c'est ça. Ça ne devrait pas être une surprise pour personne si Charrot. Et quand Hoffman va être échangé, vous viendrez me dire bonjour. Hoffman a un very friendly contract. C'est très, très facile à échanger, qui peut amener énormément côté valeur. Il n'a pas été dégueulasse, Hoffman non plus. Bien joué. Non. Hoffman, Okay. moi, ça a été même une belle surprise. Pas une belle surprise, mais tu sais, même à 5 contre 5, on disait en supériorité numérique, il est super bon à 5 contre 5, oublie ça, je ne l'ai pas trouvé horrible en 5 contre 5. Là, il a tiré son épingle du jeu correctement. Oui, honnêtement, j'aime son jeu. J'aime tellement son jeu à Hoffman que je parlais de Girard tantôt. Là. Moi, l'attaquant que je pourrais donner au Colorado pour avoir Girard, ce serait peut-être même Toffoli. Parce on a quand même entendu parler que Colorado cherchait peut-être aussi un petit peu à économiser. Il ferait 500 000. On jase, là, mais Toffoli, c'est 4,5. Girard, c'est 5 millions. Moi, ça pourrait peut-être. Puis j'aime Toffoli. Là, c'est parce qu'il faut donner pour recevoir. Là. Ben oui. Et, non, moi, ce serait peut-être un gars que je pourrais laisser partir pour acquérir notre boy Girard. Sinon, pour revenir à ta question, Pat, moi, je pense, Arthurie Lekonen, je l'aime beaucoup. Là. J'irai déjeuner avec Okora demain avec grand plaisir. Mais point de vue, sa place dans le line-up à long terme, je pense pas. Ça fait une couple d'entre-saisons qu'il reçoit un contrat d'une saison comme monte-nous-en. Moins cher. Puis il a beau faire super bien les petites choses, être fiable défensivement, pas faire mal au club. C'est incroyable le nombre de chances qu'il va marquer. Encore un autre hier, le filet tout grand ouvert. Man, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis je pense que Lekonen, moi, je ne serais pas surpris qu'il soit échangé sincèrement à date limite. Surtout, considérant, je ne sais pas pour vous, Michael Pezzetta, là, moi, je le trouve magnifique aussi. Là. Il s'est battu avec Ryan Reeves hier. Puis, je suis un petit peu de l'ancienne école. Correction, il s'est fait battre par Ryan Reeves. Ouais, pas joué ses mots. Personnellement, faut peut-être le gars de dropper mi-terme pareil. Non, c'est clair. Faut peut-être le gars de dropper mi-terme. Je suis un petit peu de la vieille école dans le sens où Pezzetta, j'aime ça avoir un gars de son genre dans le line-up. Pas pour jouer 15 minutes par match. Au pire, il peut jouer un 7-8 minutes. Mais savoir qu'il y a un gars comme ça qui peut aller devenir une bougie d'allumage. Tu sais, comme hier, je pense, quand il a jeté les gants, c'était 2-1, je crois. En tout cas, tu sais, dans un contexte précis, il est capable d'aller rallumer un petit peu une petite flamme. Quand il est revenu au banc, tous les gars, ils ont donné la tape. Good job. Tu sais, ça, c'est le genre de situation qui va resserrer les gars un petit peu et qui peut leur donner le goût finalement de travailler. Fait que moi, personnellement, Pezzetta, il pourrait faire 0 but, 0 passe. Sur 82 matchs, il est capable d'apporter un aspect robustesse, un aspect grit comme il fait depuis qu'il est arrivé. Je le garde là. J'aime ça avoir un gars comme ça qui est capable de jeter les gants. Puis un gars comme ça, que quand il jette les gants, ça ne pénalisera pas l'équipe au même titre que quand un Ben Charrot ou un Joel Edmondson va jeter les gants qu'il te manque un défenseur top 4 pour 5 minutes, c'est plate. Ben Charrot, des fois, il te manque un défenseur top 4 pour 2-3 semaines, un mois. Mon exemple, il doit faire ça, là. Non, mais moi, c'est exactement le type de crampe de cerveau de Charrot qui me fait avoir de la misère avec lui. C'est justement ça, de dropper à mi-temps quand c'est 0 le temps, dans le pire contexte imaginable. Puis il est comme, oh, j'y vais, guys! Non, vas-y pas. Soyons honnêtes, il n'est pas très bon en plus. Là. Il n'est pas, pas le meilleur. C'est pas son trip. Mais depuis D'Lo, il n'y a pas eu de gars comme Pezzetta dans les. J'ai eu le cœur jamais changé. Il y en a peut-être un autre, mais tu sais, il y a eu D'Lo, puis pour moi, c'est. Soyons fair aussi. D'Lo, c'était comme une petite coche au-dessus de Pezzetta dans ce rôle-là. Oui, il n'a jamais changé. Exactement. Il n'aurait jamais changé Deslauriers. Je l'adore, ce gars-là. Même. Moi aussi, je l'adore. Puis Deslauriers, il peut se battre contre n'importe qui dans la Ligue nationale puis bien paraître. Pezzetta, je l'ai comparé à Ryan White, puis c'est dans le sens où il a peur de personne. Mais il ne va pas être capable d'avoir le dessus. Personne n'a peur de lui non plus. Reeves a déjà dit qu'un des gars avec qui il aimait le moins dropper les gants dans la Ligue nationale, c'était justement Deslauriers. Ah oui. Ben et Reeves, je veux dire, c'est le champion. Là. C'est lui qui l'a la oui, puis il a ri de la gueule à Piqué Souban. Je ne sais pas si vous l'avez entendu cette semaine. Mais il a fait des menaces à Piqué. Hein? Ouais. Il l'a menacé, ouais.
Ouais, mais tu sais, il y a un journaliste qui a demandé pourquoi tu n'as pas drop les gants contre Piqué? J'ai dit, Piqué, il ne viendra jamais me voir pour me dropper les gants. C'est quoi que vous voulez que j'aille le poignet? Il ne viendra pas, là, il n'est pas capable, lui. Non, mais là, avec la blessure à Samuel Blais qui était par Subban, Reeves, il l'a collé. Puis d'après moi, prochain match, New Jersey. Il n'aura pas le choix, man. 4 avril. D'ailleurs, on peut-tu en parler de Piqué, man? 4 avril, le prochain match entre New Jersey et les Rangers. C'est loin. À ton calendrier. On peut en parler de Piqué vite? C'est fucking pas fort de lui dernièrement. Là. Je suis vraiment tanné. C'est quand même une tendance qui date de loin, mais là, elle devient en répétition. Ça en a une crise de joke. Je l'ai callé out puis tagué sur Twitter. Comment est-ce que j'étais écœuré de le voir faire ça? Je pense que ça fait 4 fois déjà cette année. On n'a même pas 20 matchs de jouer. Il y a eu 2 suspensions, si je ne me trompe pas. Ou 2 des amendes, en tout cas, ouais. 2 amendes pour slow footing. Puis ses jambes. Pas impressionné par le Piqué. C'est dommage, Jean. Moi, je trouve qu'il a perdu un step. Je pense qu'il y a trop de masse musculaire, il est rendu trop lourd, il s'entraîne vraiment trop muscu. Puis problème je pense que son agilité, il l'a perdu. Là. Quand il était à Montréal, vers la fin, il y avait déjà des gros problèmes de dos. C'était sûr que ça n'allait pas tout s'améliorer d'un coup. D'après moi, là, je ne sais pas si c'est avant chaque match, mais d'après moi, Piqué et la cortisone, là, c'est un match made in heaven. Là. Il en a besoin, lui, là. Ouais. Je pense que c'est pas pour rien qu'il s'est lancé dans le monde des médias. Là. Je pense que ça c'est. Il y a beaucoup de monde qui le voit déjà retraité puis à ESPN l'année prochaine, le gars. Là. C'est quand même quelque chose. Cette job-là, oui. Parce que, honnêtement, je l'aurais peut-être signé à Montréal l'année prochaine, mais à le voir tout le temps sortir la jambe pour planter tout le monde, là, on n'a pas besoin de ça. On ne veut pas de changer d'idée. Là. Autant je l'ai aimé. On a 2 matchs à domicile, Pingouins et Nashville. Combien de points qu'on en sort sur 4? Peut-être en gagner une contre les Pingouins parce que ça va moins. Les Pingouins ont de la misère, hein? C'est jouable, c'est jouable. Nashville, j'ai pas checké bien. Comment ils vont, eux autres? Je pense que ça va popper. Nashville, je pense qu'ils sont pas loin de 500, je pense. Puis on ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent les séries. Fait qu'ils sont à peu près où on pensait qu'ils allaient être. Là. Le Canadien, je dirais conservateur, 2 points sur 4. 2 défaites en OT. Exact. Pas de win, juste 2 défaites en OT. Primo va encore une fois être excellent demain. Non, écoute. C'est tellement rendu. En fait, je dis c'est difficile à prédire. Honnêtement, si on va faire une prédiction sécuritaire, on pourrait dire 0 points sur 4. Là. Mais en même temps, depuis une coupe de matchs, le Canadien sort quand même mieux. Ben oui. Fait que 2 sur 4 est ma prédiction. Ça va pas si mal que ça, Nashville. Hein? Nashville, c'est 9 victoires, 6 défaites, 1 en prolongation. Ils sont un petit peu en haut de 500 quand même, ouais. Ils sont troisième de la centrale. Ils sont 3e de la centrale, puis pourquoi pas? Winnipeg et Minnesota. Pourquoi pas? On va la chercher contre Pittsburgh. Une vraie victoire, là. 2 vrais points. Ce serait dû, là. 2 vrais points. 2 vrais points. Une belle victoire à Primo. Le Canadien va gagner d'autres matchs cette saison, là, normalement. C'est qu'il y a d'autres équipes qui vont en échapper des games, c'est plus ça. Ben oui. Mais moi, je vais y aller plus avec une prédiction de 0 sur 4. Je pense pas que c'est les 2 prochains à domicile. Ah ouais, Matt, le pessimiste, ça, c'est bizarre, ça. C'est rare, ça. C'est moi, ça. C'est rare, ça. Ouais, Jeff, dis les 4 points, Jeff. Ah ouais, vas-y pour les 4 points. À chaque fois, j'ai été positif, ça n'a pas marché. Que je me suis dit qu'on va y aller dans le pessimisme. Je l'ai collé en premier, man. J'ai dit une victoire contre Pittsburgh et une défaite contre Nashville. En tout cas, Matt, il aurait dit le contraire de toi si jamais dans la situation inverse, tu le sais. Moi, je suis sur le cul, là. 0 sur 4 de Matt. Ouais, c'est étonnant. T'as vendu tes pompons, man? Non, ils sont pas loin, ils sont juste cachés, là. Il est assis dessus. Non, mais je veux laisser le spotlight sur Marco, fait que je me suis dit, je vais me cacher un peu. Tandis que Marco, il sort 4 points en 4. Par exemple, tu vas les sortir au repêchage. C'est à Montréal, on va avoir un bon choix. Ça va être là qu'on va pouvoir finalement prendre toute la douleur de la saison, mettre ça dans une petite boule, jeter ça ailleurs et profiter de notre nouveau diamant brut. Moi, tu sais le genre de chance qu'on a à Montréal. On va se ramasser avec le 11e puis il va se ramasser en Arizona. Cauchemar, man. Cauchemar. Marco, j'avais du fun. Où est-ce qu'on peut Marco, un gros merci pour la semaine. C'était vraiment le fun. Fait qu'avant que ça dégénère négativement, où est-ce qu'on peut te trouver? The floor is yours. Dis-nous où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut te follow, où est-ce qu'on peut te lire.
toutes tes infos. C'est ton. Rivière, ton adresse, ton numéro de téléphone personnel. Où tu peux me trouver présentement, je suis crédit. dans ma salle à manger. Excellent. Sinon, si tu veux me lire, tous les samedis matins, vers 10h, dans les coulisses, c'est ma chronique, le courrier du hockey. Puis sinon, écoute, sur Twitter, un petit peu à chaque jour, des jours plus chargés que je le suis moins, des jours plus tranquilles que je le suis plus, @MOBaudouin1, me semble. Number one. one. Ça va être à l'écran. Pour le numéro au début du pod. Je tiens à dire personnellement, un de mes excellents follow que j'apprécie vraiment sur Twitter, man. On adore. Toujours pertinent, toujours de bon goût. Comme tu dis, t'es un bon gars. C'est pas pour rien qu'on voulait t'avoir sur le show. Ouais, d'ailleurs, c'est ça. plaisir. Finalement, on l'a eu. Ça a pris quoi, 1 an et demi, là? Mais on l'a eu, guys. Bon, fait que c'était le dernier épisode de Non Réclamé au balotage, maintenant qu'on a eu un mot. Ouais, voilà. On vous annonce la fin. Marco, quand tu veux, quand on est capable d'organiser une autre fois, tu es toujours le bienvenu sur le pod. On a vraiment apprécié le temps avec toi ce soir, puis en espérant que ça se répète et que ça ne soit pas une dernière. Certainement, c'est un plaisir. Merci de l'invitation ici. Que ça marque un U-turn pour le Canadien, puis qu'à partir de là, on joue genre pour 700, 750, puis qu'on fait les séries sur le cul. Oui. On va gagner une coupe! Oui. Hein? Non, tu y crois pas, Jeff? Correct, le jingle, il joue déjà depuis une dizaine de secondes, là, puis ça l'achète. J'ai coupé, parfait, c'est bien beau. I don't give a fuck. Bon. Alright, merci Emo. Merci. Nice. Bonne soirée, boys. Salut, Emo.